Piloter son entreprise en environnement incertain demande agilité et réactivité. Marc Adamovich et Alain Tally ont conçu une méthode d'analyse stratégique simple et intuitive, permettant d'adapter sa stratégie business quand les conditions de marché jouent aux montagnes russes. Rencontre avec les auteurs. Je regardais hier soir à la télé un documentaire sportif sur les plongeurs acrobatiques de l'extrême. En fait, c'est des plongeurs qui sautent de plateformes de 27 mètres. Et donc, ils rentrent dans l'eau à peu près 100 km/h. Et en fait, ils disaient tous la même chose. Ils disaient, en fait, notre plongée d'une plateforme de 27 mètres ou d'un tremplin ou d'un sautoir de 10 mètres, c'est globalement exactement la même technique. Simplement, à 27 mètres, il faut tout faire avec plus de concentration, plus de rigueur, plus d'engagement et plus d'intensité. Parce qu'une erreur pour un saut à 27 mètres, c'est au minimum l'hôpital. Et en fait, le management dans un contexte très incertain, changeant, comme c'est le cas aujourd'hui, moi je dirais que c'est un peu la même chose, c'est du management augmenté. C'est-à-dire qu'en fait, il faut faire tout ce qu'on a l'habitude de faire en tant que chef d'entreprise, mais avec plus d'intensité, d'engagement et de concentration. Donc il faut analyser davantage, il faut évaluer davantage, il faut arbitrer davantage, il faut décider plus, et parfois de manière plus radicale. Il faut agir, souvent avec plus de détermination et parfois de courage. Et puis, il faut beaucoup plus mobiliser. Il faut faire preuve de beaucoup d'empathie dans un contexte d'incertitude, parce que le contexte d'incertitude, il vaut pour l'entreprise, mais une entreprise, c'est avant tout une organisation humaine avec des gens qui sont tous dans la même incertitude. Et il faut faire tout ça plus vite. La semaine du 16 mars, on a tous été confinés. Alain comme moi, on a continué à parler à beaucoup de monde, beaucoup de chefs d'entreprise. Ce qui m'a frappé, c'est que certains, je me souviens d'un échange que j'ai eu avec une personne qui dirige un gros cabinet d'ingénierie. Il est présent en France, il intervient un peu partout dans le monde. Et il me dit, oh Marc, vous savez, moi, si déjà j'arrive à savoir ce que je ferai d'ici la fin de la semaine, je suis très heureux parce que là, en ce moment, je suis complètement perdu, je ne sais pas ce que je dois faire. Et on avait échangé avec Alain, on s'est dit, OK, on a une expérience l'un et l'autre d'accompagnement. On sent bien que, OK, il y en a certains chefs d'entreprise qui vont s'en sortir, qui arrivent à percevoir les choses et à se projeter, et puis d'autres qui sont scotchés. Donc, on a voulu en fait construire cette méthodologie pour les aider. C'était notre façon d'apporter notre pierre à l'édifice dans cette période de crise. Il faut que ça soit très orienté action. Il faut analyser, mais il faut agir très vite derrière. Il faut que tout le monde puisse se l'approprier et il faut que ça puisse s'adapter. En fait, peut-être que pour préciser les choses, c'est dans l'idée de il faut savoir bien analyser et en même temps que ça soit très orienté action. C'est pourquoi? C'est que la difficulté dans l'environnement, enfin dans le contexte actuel de la crise que tout le monde vit aujourd'hui, c'est que la difficulté, c'est qu'il faut casser un paradigme que généralement on applique dans la gestion des entreprises, c'est-à-dire que la stratégie c'est le temps long et l'action c'est le temps court. Et le problème, c'est que dans une situation comme celle que l'on vit aujourd'hui, on est obligé de revoir sa stratégie dans un temps court. Donc il faut casser le paradigme. Et pour casser ce paradigme, et pourquoi on casse ce paradigme? Pour revenir au thème de départ, c'est parce qu'on est dans un environnement qui est incertain. Et donc on est obligé de rendre la stratégie très agile et entre guillemets très court-termiste, mais en même temps sans insulter l'avenir. Donc le fait d'avoir une méthode qui soit à la fois très simple, robuste, mais très orientée action et rapidement, c'était très important. Le deuxième sujet sur le fait que ce soit intuitif et que l'ensemble des équipes d'une entreprise puissent, et notamment des gens opérationnels, puissent se l'approprier, là aussi c'est pourquoi fondamentalement. Globalement, généralement dans les entreprises, il y a, si je caricature, il y a ceux qui font de la stratégie et ceux qui font de l'exécution. C'est un peu caricatural, mais quand même c'est un peu ça. Et donc il y a des outils pour faire de la stratégie et des outils pour faire de l'exécution. Et donc on sépare les deux sujets. Le problème, c'est que
quand on est face à des situations aussi extrêmes que celles que l'on rencontre aujourd'hui, il faut tout mélanger. Il faut avoir des réflexes stratégiques, conceptuels, et il faut avoir aussi des considérations opérationnelles. Et donc là, face à des problèmes complexes, l'intelligence collective est super importante. C'est toujours important, mais ça l'est encore plus dans des contextes comme cela. Et donc du coup, créer un outil, on va dire, d'analyse stratégique que toute personne, même si elle n'est pas habituée à ces outils-là, puisse s'approprier, c'est essentiel. Et enfin, le dernier point sur le côté révisable. Alors ça, c'est un point aussi important parce que notre méthode, elle appuie beaucoup sur peut-être un sujet dont on parlera après, qui sont comprendre en quoi les conditions de marché changent. C'est qu'en fait, l'une des difficultés aujourd'hui, c'est qu'on sait que beaucoup de choses vont changer, mais on ne sait pas exactement lesquelles et dans quelle direction. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de forces antagonistes. Et donc, c'est très compliqué de construire des plans d'action sur des hypothèses qui sont flottantes. Et donc, il faut avoir la capacité d'avoir des plans d'action à tiroir, c'est-à-dire qu'à un moment, on part sur des actions, et dès qu'on sent que l'une d'entre elles va devenir moins pertinente parce que finalement, les scénarios se précisent, parce que quand même la bonne nouvelle dans toute cette phase-là, c'est que normalement, le temps passant, l'incertitude va réduire, normalement. Et donc, au fur et à mesure, les options vont se clarifier. Et donc, il faut être en capacité, par une analyse par écart, de prendre un plan d'action et de se dire, OK, ça, c'est plus pertinent, je modifie ça sans changer tout le reste. On aime bien citer Albert Einstein sur ce sujet, qui disait très simplement, si j'avais 1 heure pour résoudre un problème, je passerais 55 minutes à définir le problème et seulement 5 minutes à trouver la solution. On s'est très largement inspiré de ça, c'est-à-dire que c'est la première étape de notre méthode où on fait avancer le chef d'entreprise step by step avec une approche qui est découpe ta boîte en boîte, c'est-à-dire on lui dit il faut que tu arrives à avoir une perception de ton entreprise et ton écosystème. Donc, l'écosystème, c'est tout le marché sur lequel il intervient, avec toutes les interactions externes. Il faut que tu arrives à saucissonner les sujets et prendre les sujets un par un et regarder pour chacune de ces boîtes, c'est comme ça qu'on les a appelées, quels sont les impacts. Et donc, rentrer dans du micro-détail, mais step by step. Et en fait, c'est en faisant cet exercice qu'on arrive à enlever complètement l'aspect complexe, parce que vous découpez les choses complexes en petits problèmes, et chaque problème est surmontable. Dans notre méthode, on a... Et encore une fois, dans l'incertitude du contexte actuel, qui est un mode d'incertitude bien spécifique, nous, notre parti pris, c'est de dire ce qu'il faut regarder en priorité aujourd'hui, c'est ce qu'on a appelé les conditions de marché. C'est en fait l'environnement dans lequel évolue l'entreprise, dans toutes ses dimensions, et au regard des différentes boîtes dont a parlé à l'instant Marc, c'est en quoi changent ces conditions de marché. Et globalement, ça veut dire qu'en fait, il faut passer plus de temps à la prise d'information. En fait, s'il y a vraiment une sorte de truc ou de conseil, c'est parce que c'est compliqué d'aller chercher de l'information dans des périodes actuelles pour des chefs d'entreprise, parce qu'ils ont tellement de choses à faire que c'est compliqué de libérer du temps. Mais néanmoins, c'est important. Et donc, aller faire de la prise d'information sur son environnement, sur ces fameuses conditions de marché, et notamment en se concentrant beaucoup plus sur les faits que sur les opinions. La difficulté en ce moment, c'est que tout le monde parle de tout, avec plus ou moins d'acuité et d'objectivité, et que le phénomène, la société dans laquelle on est, avec les réseaux sociaux, on va dire l'information consommée en temps réel, fait que les opinions ont tendance à prendre le pas sur les faits. Et donc c'est très important pour un chef d'entreprise d'essayer autant que faire se peut de se concentrer sur les faits. Et deuxième chose, c'est de regarder aussi bien ce qu'on appelle les signaux forts que les signaux faibles. Je prends un exemple, les gouvernements ont eu du mal à anticiper et prendre la pleine mesure de la crise sanitaire parce qu'ils ont un peu ignoré les signaux faibles. Et donc il faut bien regarder les petites choses.
pour pouvoir, parce qu'elles sont peut-être signifiantes de choses plus importantes. Et donc, globalement, c'est important pour un chef d'entreprise de passer du temps, et peut-être plus que d'habitude, à interviewer ses clients, ses fournisseurs, ses partenaires. Et après, sur tous ces changements, c'est de se dire en quoi c'est de les qualifier en fait. C'est qualifié d'un point de vue opérationnel pour l'entreprise. C'est de se dire, ok, ce changement-là, est-ce que c'est finalement qu'une menace ou est-ce que c'est pas une opportunité? Est-ce que ce qui est en train de se passer là, ça fondamentalement avoir un impact à court terme ou est-ce que ça peut avoir un impact à moyen terme? Et enfin, est-ce que la probabilité de ce que j'imagine comme condition de marché de changeante, est-ce que la probabilité que ça arrive, elle est faible ou elle est forte? Quand on a préparé le webinar la semaine dernière, qui s'est tenu la semaine dernière, mais qu'on a préparé pendant plusieurs jours, en fait, on a réalisé l'un et l'autre qu'on avait une habitude de fonctionnement quand on intervient dans des entreprises pour aider des patrons de boîte. En fait, les questions, on les a dans la tête et puis on les déroule selon les sujets, selon les thématiques sur lesquelles on vient nous interroger. Bon, là, il a fallu qu'on formalise. Donc, on a fait un gros effort de formalisation par typologie de problème. On vous invite à télécharger gratuitement la boîte à outils qu'on a faite parce qu'on a listé plus d'une centaine de questions. On pense qu'on a été assez exhaustif et on a balayé tous les sujets. Mais je vais l'illustrer avec un exemple. Si je prends par exemple l'analyse de la concurrence, vous êtes dans une période où les choses bougent et vous devez vous demander est-ce qu'il ne va pas y avoir un risque de guerre des prix? Et évidemment, s'il y a une guerre des prix, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est mon voisin, mon concurrent qui va attaquer le premier ou pas? Je prends le marché de la téléconsultation en France. 50 plateformes, même plus de 50 plateformes existent aujourd'hui en France. C'est un marché qui existe depuis maintenant, de manière structurée depuis 2 ans. Personne n'a émergé. Et évidemment, le confinement a rendu la possibilité de téléconsultation très importante puisqu'on ne pouvait plus aller chez son médecin en présentiel. Doctolib, ils ont été très malins. Ils ont été les premiers à tirer. Ils se sont dit, on va proposer la gratuité parce que si on ne le fait pas, on risque d'avoir un de nos concurrents qui le fait. Et ils ont pris la décision et ils l'ont exécutée en quelques heures. C'est-à-dire que dès la première semaine du confinement, ils ont annoncé au marché et à tous les médecins, voilà, nous, le gouvernement nous dit qu'on va rester bloqué un certain nombre de semaines à la maison. On offre à tous les médecins la téléconsultation. Et c'est une décision qu'ils ont prise excessivement vite parce qu'ils s'étaient posé la question de qu'est-ce qui peut se passer si un des concurrents agit dans ce sens-là. Un exemple parmi une centaine de questions qu'on a listées. En fait, il faut aller vite. En ce moment, il faut aller vite. Et pour aller vite, il vaut mieux passer du temps à réfléchir à ce que l'on peut faire avec ce que l'on a, plutôt que passer du temps à réfléchir à ce qui serait bien d'avoir. Je vais prendre un exemple très simple, c'est Michelin. Michelin, pendant la période du confinement, il fabrique du caoutchouc et il se trouve qu'ils ont des imprimantes 3D. Ils se sont dit, on va faire des masques en caoutchouc avec une imprimante 3D. Et ils n'ont pas cherché à faire autre chose, ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Est-ce qu'on peut considérer que ce qu'a fait Michelin manquait d'audace ou de créativité? Je ne pense pas. Mais ils ont fait avec ce qu'ils avaient. Et je vais prendre un autre exemple, beaucoup plus global. Faire avec ce que l'on a, c'est ce que font tous les entrepreneurs depuis des décennies. Tous les plus grands entrepreneurs ont commencé comme ça. Et moins qu'on puisse dire, c'est que ça n'a pas abridé l'audace et la créativité. Si on pense de Steve Jobs, son ordinateur, il l'a construit dans un garage. Il n'a pas levé 10 millions de dollars. Et il n'a pas attendu 4 ans. Il n'avait pas une équipe de dev. Et tous les GAFA actuels, si on regarde leur démarrage, ils ont tous démarré de la même manière. Jeff Bezos, Bill Gates, Mark Zuckerberg, etc. Ils ont tous commencé petits. Et avec ce qu'ils avaient, ce qu'ils étaient en capacité de faire. Donc, pour répondre à la deuxième partie de la question, non seulement le fait de faire avec ce que l'on a ne bride pas la créativité et l'audace,
mais j'aurais tendance à dire même que ça la sublime. Crise ou pas crise, le problème est le même. C'est toujours compliqué de prendre une bonne décision. Décider, ça veut dire que vous faites des choix, vous arbitrez, vous renoncez à certaines choses que vous aviez imaginées. Donc, il y a toujours une part d'incertitude. Il faut, oui, s'inspirer de son intuition, mais c'est pas suffisant. Et on le voit que c'est pas suffisant. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu formaliser une méthode en faisant en sorte que, étape par étape, on avance pour, on espère, aboutir à la meilleure, au choix des meilleures actions. Alors, pourquoi cette méthode? Il y en a d'autres. Mais pourquoi cette méthode va être plus efficace que de fonctionner juste à l'intuition? D'abord parce que nous, on dit aux chefs d'entreprise, OK, commence par faire l'exercice tout seul, réfléchis à tes sujets, parce qu'évidemment, tu connais parfaitement ta boîte et ton marché. Mais une fois que tu as fait l'exercice tout seul, dépêche-toi d'aller le partager avec tes équipes. Et là, il faut faire vraiment appel à l'intelligence collective. Si je prends mon cas quand je dirigeais HappyView, bien sûr, j'avais mes idées, mais je passais mon temps à échanger avec mes équipes et puis de temps en temps, ils me renvoyaient des choses qui n'étaient pas du tout ce que j'attendais. Ouais, ça m'ouvrait les yeux sur des possibles auxquels je n'avais pas pensé. Donc l'intelligence collective autour d'un dirigeant, c'est extrêmement important. Et puis, on a développé quelque chose, nous, qui est très processé, c'est step by step, c'est très pragmatique, les pieds dans la glaise, mais au moins, ça a le mérite, voilà, normalement, de rien rater. Et on est très dans une approche test and learn, c'est-à-dire que on dit aux dirigeants, oui, bien sûr, il faut que vous soyez agile, il faut que vous soyez réactif, et donc, il faut que vous acceptiez de peut-être réorienter votre boîte en partant dans une direction. Et puis peut-être au bout de quelques jours, vous allez vous rendre compte que c'est pas la bonne direction et il faut accepter de rechanger. Donc ouais, ça demande une certaine agilité intellectuelle, mais c'est possible. C'est-à-dire que la méthode qu'on a construite permet justement ce cheminement intellectuel. Il doit être très focus. C'est-à-dire qu'il faut peu d'action avec un maximum d'engagement, d'alignement et de mobilisation derrière pour pouvoir avoir un maximum d'impact rapidement. Donc ça, il faut prioriser à l'extrême. Et la deuxième, c'est révisable. Je vais faire une analogie parce qu'en fait, c'est comme ça qu'on l'a construit, notre plan. Ce qui caractérise en fait notre méthode, c'est qu'en fait, tout le raisonnement part du changement des conditions de marché, qui par définition vont être diverses. Et en fait, pourquoi je vais faire l'analogie avec beaucoup de solutions, on va dire, logicielles ou applicatives d'aujourd'hui, que ce soit pour du B2B ou du B2C, les plateformes SaaS. On se retrouve aujourd'hui avec des solutions servicielles qui sont bourrées de fonctionnalités et qui n'arrêtent pas d'évoluer très très vite. Et en plus, voilà, on a des langages de programmation qui font que maintenant on peut faire évoluer les choses très très vite. Donc en fait, c'est une sorte d'exemple d'une micro-entreprise. Si on prend une plateforme logicielle et qu'on l'apparente à une entreprise, en fait, c'est des produits qui évoluent tout le temps. Tout le temps. C'est-à-dire, les fonctionnalités, l'ergonomie, etc., ça évolue tous les jours. Et donc, de plus en plus, il y a notamment et je ne suis pas un expert informatique, une approche de ce qu'on appelle les architectures informatiques en microservices. Et pourquoi ces architectures en microservices ont été conçues? Justement, pour pouvoir faire évoluer les choses service par service sans être obligé de tout recoder à chaque fois. Et bien nous, notre logique de notre méthode, c'est exactement la même chose, c'est que ça puisse être réalisable très rapidement. Et donc en fait, et c'est la logique d'écart. Donc en fait, en faisant notre système de boîte, en fait, ça permet de rendre les choses indépendantes les unes des autres. Et donc s'il y a un moment sur une action qui correspond à un changement d'une condition de marché, les choses sont amenées à évoluer, et bon, on va changer cette action sans forcément remettre en cause l'ensemble du dispositif. Donc le côté révisable et adaptable est probablement la caractéristique la plus discriminante
pour un plan d'action dans des environnements aussi imprévisibles que celui que l'on connaît aujourd'hui.